Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. N'hésitez jamais à vous lancer dans le monde de l'entreprise. Comme tous les dimanches, on trouve Thomas Binet. Bonjour à vous Thomas. Bonjour Jean-Marie. On va parler de quoi aujourd'hui ? Je vais vous raconter l'histoire des papeteries Canson et on va recevoir en grand témoin. C'est un souvenir d'école ça. Absolument, vous allez voir, je vais vous en parler d'ailleurs. Ruben Cohen, cofondateur de Follow, agence d'influence globale. On va parler talent, influenceurs et entrepreneuriat. Et puis je terminerai en vous parlant de la génération PowerPoint. Bon, mais c'est bien. Tout de suite, on retourne à l'école et au collège avec cette fameuse papeterie Canson. En partenariat avec le magazine Entreprendre, vous nous racontez la saga de la semaine. La saga qui sera donc consacrée à cette papeterie. Ben oui, parce que qui ne connaît pas Canson, hein, Vous l'avez commencé à le dire, Jean-Marie. Enfant, on a tous été amenés à dessiner sur des cahiers à dessin Canson. Mais tout démarre en 1557 avec la famille Montgolfier et les premiers papiers vélins qui ont été créés en 1777 par Pierre Montgolfier. En 1784, les papeteries de Montgolfier sont érigées au rang de manufacture royale. Mais en 1809, Barthélemy de Canson a épousé une demoiselle Montgolfier. Il met au point le papier calque et débute la production des feuilles de couleur. Au début du XXe siècle, le célèbre mi-teint de papier couleur de renommée mondiale est inventé. À partir des années 80, Canson, qui a été racheté par Arjomari, devient vraiment international. Ouais, alors ça représente quoi cette marque aujourd'hui ? Eh bien, Canson intègre en 2008 le groupe familial Hamelin et devient le leader européen des fournitures périscolaires et de bureaux. Mais en 2016, il est racheté de nouveau et Canson passe sous le pavillon italien du groupe Fila qui met 85 millions d'euros sur la table et devient ainsi le leader mondial des beaux-arts. Et alors on a quelques chiffres pour résumer Canson aujourd'hui ? Oui, Canson, c'est 450 salariés, près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ses produits sont distribués dans plus de 100 pays et Canson produit 14 000 tonnes de papier à dessin chaque année. Et pas n'importe quel papier. Vous qui nous écoutez sur Sud Radio, ça doit vous rappeler quelques souvenirs de cours d'art plastique notamment. C'est des bons souvenirs tout ça. Quoi qu'il en soit, tiens, on va en créer d'autres, des souvenirs avec notre invité qu'on accueille avec plaisir, le témoin de la semaine. C'est Ruben Cohen. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci, bonjour messieurs. Bonjour à vous. Vous êtes le cofondateur de Follow, agence d'influence globale qui a été créée il y a 8 ans, en 2016. Alors, ça compte 100 personnes, 100 salariés. Vous managez plus de 70 talents en exclusivité. Vous nous expliquerez ce que sont ces talents. Vous accompagnez également des marques dans leur stratégie de com et vous produisez du contenu digital à forte valeur ajoutée. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Ruben Cohen, on va s'installer dans la discussion avec vous et dans un instant, on va parler de Follow, de votre société et de votre parcours. Mais avant toute chose, Jean-Marie vient d'en parler. Vous parlez d'agence d'influence. C'est quoi ? Comment on peut définir ce secteur ? Alors, une agence d'influence, c'est vrai que c'est assez complexe, on ne comprend pas comme ça, mais en fait, clairement, on essaye de donner de l'influence à vos projets, à vos marques, aux annonceurs qui nous contactent. Ils ont différentes problématiques. Et aujourd'hui, l'influence, c'est au cœur du marketing. L'idée, c'est justement par des créateurs de contenu, par des nouveaux réseaux sociaux, essayer de mettre en lumière justement ces sorties de produits, ces nouvelles marques qui sortent, etc. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Follow. On a 2 casquettes. La première casquette, on accompagne les annonceurs dans leur stratégie d'influence digitale. Et de l'autre côté, on accompagne nos créateurs de contenu, nos talents, comme vous l'avez très bien dit, nos plus de 70 talents, pour justement développer leur carrière. Alors justement, vous parlez de talents, je vais vous interpeller sur le sujet. Est-ce que c'est pas une manière, d'ailleurs un peu subtile, de les valoriser, alors qu'ils sont tant décriés, ces influenceurs ? Bien sûr que c'est une manière subtile de les valoriser, parce qu'il fallait les valoriser. Aujourd'hui, il faut comprendre le nombre de skills, de compétences qu'il faut pour être créateur de contenu. On s'en rendait peut-être pas compte à l'époque, vous savez, à l'époque du blogging, où on pensait qu'ils étaient là à ouvrir des cartons et à se filmer avec leur téléphone. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, il y a des compétences importantes à avoir. Il faut savoir s'exprimer, il faut savoir être commercial, il faut savoir monter une vidéo, il faut pas avoir peur de le faire. Et c'est aujourd'hui, on a des talents qui ont démarré à 14 ans. Aujourd'hui, ils ont 20 ans, plus d'1 million d'abonnés parce qu'ils ont pris l'initiative, et ça il faut soulever, de se poster, de se filmer sur YouTube par exemple, et de poster une vidéo qu'ils ont eux-mêmes montée, eux-mêmes créée. Alors toute votre activité, elle est basée là-dessus, sur ces fameux influenceurs. Bien sûr. Vous n'avez pas l'inquiétude de penser que ces fameux influenceurs qui peuvent avoir mauvaise réputation, on vient commencer d'en parler ensemble, peuvent nuire ou inquiéter quelque part la pérennité de votre activité ? C'est exactement la raison pour laquelle on a fait un communiqué il y a 2 ans de ça, quand justement on parlait des influenceurs, que nous, on a immédiatement dissocié ce terme-là en disant, tellement le terme avait été galvaudé, en disant finalement influenceur, ça veut strictement rien dire. C'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire influenceur ? S'autoproclamer influenceur. On n'est pas influenceur, on est créateur de contenu. Et aujourd'hui, nous, les créateurs de contenu sont nés sur les réseaux et ne sont pas nés
à la télévision, n'ont pas bénéficié d'un trafic de télé, et donc ils sont nés de toutes pièces sur les réseaux en postant leur premier contenu. C'était des gens lambda, inconnus, et ils ont posté leur premier contenu, puis leur deuxième, puis leur troisième. Ils ont été réguliers, et aujourd'hui on n'est pas inquiété parce qu'on estime que nos créateurs de contenu se dissocient un petit peu de tout ça. Ils ont leur ADN, ils ont leur direction artistique, et ils vont à fond dans ce qu'ils font, et ils fédèrent leur communauté. Alors comment on fait pour travailler avec les réseaux sociaux? Parce qu'on parlait là à l'instant des influenceurs qui sont décriés, mais les réseaux sociaux également sont décriés, je pense en particulier à TikTok. Comment on fait pour travailler avec ces plateformes vu le contexte du moment? Bien sûr, déjà on travaille main dans la main avec les plateformes elles-mêmes, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube. On essaie d'avoir les meilleures connexions possibles pour qu'ils puissent nous éduquer sur la plateforme, connaître l'algorithme, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et si on travaille en étroite collaboration avec eux et les talents, et ceux qui créent le contenu, parce que finalement si les gens vont sur les plateformes, en l'occurrence TikTok, c'est pour qui? C'est pour les créateurs de contenu qui sont sur cette plateforme. Donc on essaye vraiment de faire un travail pédagogique, éducatif avec les talents et également avec ceux qui font la plateforme pour essayer de leur montrer un petit peu le marché, comment ça se passe, éduquer les talents, leur donner les choses à faire, à pas faire, les bonnes pratiques, c'est très très important. Vous êtes favorable à une régulation sur les réseaux sociaux? On en parle souvent. Honnêtement, c'est un sujet très très complexe. Ce qui est sûr, c'est que je suis père de famille et moi, voilà, c'est assez paradoxal, mais moi j'accompagne des jeunes sur TikTok. J'ai une conscience professionnelle, une certaine éthique, surtout la follow. Aujourd'hui, on est membre de l'UMIC, donc il y a des vraies règles à respecter. Et j'estime qu'il faut faire un travail pour la jeunesse qui arrive, donc il faut pas faire tout et n'importe quoi. Je sais pas dans quelle forme une régulation. En tout cas, nous, on a commencé à réguler avec l'UMIC sur le système, sur la partie commerciale. On ne peut plus tout faire, on doit informer et on peut pas être commercial sur tous les sujets. Ça, c'est très important. Donc ouais, je pense que je suis plus favorable. Ouais. Alors on va parler un peu de vous, on va s'arrêter sur votre parcours. Vous avez commencé par créer des entreprises de vente de casquettes et un site d'e-commerce avant de créer Follow, donc en 2016. Est-ce que le démarrage a été facile? Je parle de Follow. Non, démarrage pas facile, non. Pourtant, vous étiez sur un marché naissant, porteur. Ouais, marché naissant, porteur. Je fais la rencontre professionnelle de 3 amis à moi d'enfance, vraiment d'enfance. Et on se dit que c'est le moment d'y aller. On croyait beaucoup en cette jeune génération c'est des jeunes qui avaient entre 12 et 14 ans qui sont nés avec un smartphone dans les mains. On s'est dit qu'il va y avoir un bouleversement, c'était un pari. On y a été, on n'avait aucun modèle, aucune agence qui faisait exactement ce qu'on avait en tête. Il y avait Webedia qui existait, mais c'était pas ce qu'on avait en tête de faire et on s'est lancé. Donc forcément, quand on se lance, et qu'on n'a aucun skills particulier, j'ai aucun de mes associés qui a fait des études, ils se sont arrêtés au bac. Moi, j'ai fait 3 ans et je me suis arrêté. Donc en fait, on a appris un peu sur le tas, avec beaucoup de motivation, beaucoup d'envie de bien faire les choses. Non, nos premiers clients n'étaient pas satisfaits parce on essayait de leur vendre une technique qui était l'influence, qui était toute nouvelle. Donc les premiers qui s'essayaient, on n'avait pas les bonnes métriques, les bons KPI, les bonnes pratiques, et on s'est fait la main, d'année en année. Vous êtes un créatif, on est d'accord. On est d'accord. Avant d'être un gestionnaire. Oui, bien sûr. Alors on va tout dire à nos auditeurs. Ruben Cohen. Quand on a préparé cette interview et votre présence ce matin, vous m'avez dit, j'ai retenu cette phrase et je vais la livrer à nos auditeurs, si je réalise toutes mes idées, je serai fauché. Alors j'ai trouvé ça assez intéressant parce que pour un créateur, ça peut s'entendre, mais créateur d'entreprise, ça s'entend un peu moins forcément. C'est notoirement un handicap quelque part, entre guillemets, le mot handicap quand on est créateur d'entreprise. C'est-à-dire que, tel que vous l'exprimez, c'est les limites de votre système et qu'il faut que vous soyez accompagné parce que seul vous n'auriez pas réussi? Alors c'est certain que seul je n'aurais pas réussi. Si mes associés vous entendent là, je pense qu'ils rigoleraient bien parce que c'est la force d'une association. Ouais. Et en fait je pense que dans la vie, la force en tout cas quand on veut entreprendre, il faut savoir ce qu'on sait et savoir ce qu'on sait pas. Nos limites, il faut absolument les connaître. Et en créant Follow, je connaissais mes limites et je savais que si j'avais pas à mes côtés un bon gestionnaire, ça aurait... Donc votre démarche, Ruben Cohen, c'était de trouver des gens, au-delà du fait qu'il y avait une amitié, j'ai bien compris, c'est des gens qui vous complètent. C'était vos critères dès le départ? Ça a été le principe de l'association. Après, je l'ai pas cherché. La vie a bien fait les choses, c'est-à-dire que j'ai rencontré mes associés comme ça et la vie a fait que chacun avait son domaine d'expertise. Et c'est, je pense, l'une des forces de Follow aujourd'hui. Ça fait 8 ans, on ne s'est pas marché dessus. Chacun vraiment son expertise et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, après 8 ans, on est toujours là. Ma dernière question, Follow dans 10 ans, c'est quoi, d'après vous? Alors, Follow dans 10 ans, déjà, c'est Follow Group, puisque ça allait déjà depuis un an. On est aujourd'hui à 100 collaborateurs, on fait à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, j'espère passer la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et essayer d'être le leader européen sur le marketing d'influence et attirer tous les annonceurs sur n'importe quelle catégorie. Quand on veut faire de l'influence et donner vie à des projets sur les réseaux sociaux, on fait appel à Follow Group. Voilà l'objectif. Mais merci à vous et bonne route surtout. Merci beaucoup. Ruben Cohen, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Follow. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente
Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Alors on reste dans le numérique, mais c'est la génération d'avant. Clairement, là on vient, Thomas, pour parler du fameux PowerPoint, bien connu dans les entreprises, qui fête ses 37 ans, figurez-vous, souvent soutenu ou décrié par les uns ou par les autres. Alors d'abord, c'est quoi PowerPoint? À quoi ça sert? On dit quand même, Jean-Marie, que le plus court chemin entre deux points, c'est la ligne droite. Eh bien, alors c'est ça, PowerPoint. Je vous en ai fait une définition assez rapide, moi-même. Ne pas perdre de temps dans des explications superflues. Alors, on peut dire que le fameux PPT créé par Dennis Austin pour Microsoft revient à simplifier et résumer la pensée de l'auteur afin que son auditoire puisse suivre une présentation avec intérêt. Non, alors c'est vrai qu'on a rarement une réunion sans PowerPoint. Est-ce que c'est une évolution dans la façon de présenter ou pas? Eh bien oui et non. Tout est question d'utilisation. Si le PowerPoint a pour vocation de vous remplacer, il est à bannir. En revanche, si son rôle est de vous accompagner en mettant en avant les points forts, les punchlines, alors là, il a toute sa place. Oui, c'est quoi le guide pour les bonnes pratiques? Allez, dans Vrac. Peu de pages, peu de texte, quelques visuels, illustrations, voire schémas. On oublie les animations et les sons qui n'en finissent pas. On privilégie les accroches qui vont frapper le bon sens et la mémorisation. Et on évite la réunionnite peut-être aussi. Justement, c'est quoi votre punchline pour conclure? Eh bien, Jean-Marie, ne dit-on pas que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface? Ouais. Et là, on remonte à Victor Hugo. Exactement, exactement. Après, vous savez, c'est pas tant une invention que ça, PowerPoint. On parlait des papiers canson avant. Rappelez-vous vos rétroprojecteurs en cours au collège. Mais c'était la même chose, c'était le même principe, exactement. Et souvent, c'était les cours dans lesquels on avait tendance à décrocher. Allez, restez avec nous, Thomas. On se retrouve dans un instant pour parler d'investissement. On va parler de quoi aujourd'hui? Logement, contrat de capitalisation et argent. Programme chargé. À tout de suite.